Jugement pour le XXe siècle. Juger les bourreaux et entendre la parole des survivants. Le procès Eichmann. Le Machane Issouf Auschwitz. Hatum Eichmann. SS Obersturmbannführer. Brooklyn, 1960. Ma mère fixe le poste de télévision. Ephraim Zuroff, historien, directeur du centre Simon Wiesenthal de Jérusalem et chasseur de nazis. Elle m'appelle, m'invitant d'un geste de la main à m'asseoir près d'elle. Ephraim, viens vite. Israël a arrêté l'un des plus grands nazis. Il va être jugé en Israël. Tu te rends compte? Un nazi, arrêté par Israël. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aucun criminel nazi n'a été extradé vers Israël pour comparaître devant un tribunal. Seuls quelques juifs, accusés d'avoir joué les capots dans les camps, ont été jugés. Adolf Eichmann est le premier à être jugé en Israël. Une énorme prise. L'un des plus dévoués fidèles d'Hitler, membre de la SS autrichienne, impliqué dans les mesures anti-juives prises par l'Allemagne dès 1935, a été envoyé à Prévenschluss, à Vienne, pour préparer le plan d'évacuation massive des Juifs. C'est l'homme qui a dirigé le bureau des affaires juives de la Gestapo, qui, suite à la conférence de Wannsee, en janvier 42, organisait et coordonnait les déportations des Juifs d'Europe vers Auschwitz et les autres camps d'extermination. Eichmann, ce haut fonctionnaire du bureau central pour la sécurité du Reich, avait la responsabilité, en 1944, de superviser la déportation des Juifs de Hongrie. En 1945, Heinrich Himmler a ordonné l'arrêt des exterminations et la destruction des preuves de la solution finale. Eichmann, pour une fois, a refusé de se conformer à une injonction et a poursuivi les massacres. Le Führer a ordonné la destruction physique des Juifs et Eichmann s'est exécuté. Tribunal militaire international de Nuremberg, 3 janvier 1946, interrogatoire de Dieter Wissleny, SS, un des exécutants de la solution finale. Connaissez-vous Adolf Eichmann? Lieutenant-colonel Smith Brookhart, substitut du procureur américain. Nous sommes entrés à peu près à la même époque au SS, en 1934. Il avait reçu des pouvoirs spéciaux, il était responsable de la solution du problème juif en Europe. Avez-vous dit quelque chose à Eichmann au sujet des pouvoirs que lui conférait cet ordre? Je me rendais parfaitement compte que cet ordre était une condamnation à mort pour des millions de personnes. J'ai dit à Eichmann, Dieu veuille que nos ennemis n'aient jamais la possibilité de rendre l'appareil au peuple allemand. En réponse, Eichmann me dit de ne pas être sentimental. C'était un ordre du Führer. Il devait être exécuté. Avez-vous jamais eu l'occasion d'examiner des dossiers dans le bureau d'Eichmann? Le témoin expose comment il apprit de la bouche d'Eichmann l'existence d'un ordre prescrivant l'extermination de tous les juifs. Oui, à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il avait un entretien avec un supérieur, il prenait immédiatement des notes qu'il insérait dans ses dossiers. Il m'a toujours fait remarquer que le plus important pour lui était d'être couvert par ses supérieurs. Eichmann est alors un quasi-inconnu et son rôle dans le génocide des Juifs est ignoré. Il est détenu sous une fausse identité par les Américains, mais en prenant connaissance par la presse de l'interrogatoire de Wissleny, il s'évade. Eichmann réussit à s'enfuir. Joseph Kessel, journaliste français, suit le procès pour le journal François. A gagné l'Argentine, à s'y établir sous un faux nom. Il trouva un emploi modeste. Sa famille le rejoignit. Cette existence, feutrée, secrète, dura 15 ans. Le 11 mai 1960, au soir, comme l'ancien colonel SS quittait l'usine d'un triste faubourg de Buenos Aires où il se rendait chaque jour en qualité de contremaître, 3 hommes l'encadrent. L'un d'eux l'appela par son nom véritable. Eichmann comprit à l'instant. Il se laissa emmener. Je savais qu'un jour ou l'autre, cela m'arriverait. J'ai retrouvé maintenant ma tranquillité après avoir connu pendant 15 ans une tension inhumaine. C'est donc pour moi un soulagement que d'être tombé entre les mains de la police israélienne. Henri Rousseau, historien. Le 23 mai 1960, le premier ministre israélien David Ben-Gourion monte à la tribune de la Knesset pour une annonce aussi brève que spectaculaire. Adolf Eichmann, le criminel nazi, a été capturé quelques jours plus tôt en Argentine, où il se cachait. Ainsi débute l'un des événements les plus marquants de l'histoire du jeune État d'Israël, qui prend immédiatement une dimension mondiale. Primo Levi, survivant d'Auschwitz-Birkenau. En avril 1961, au cours d'une conférence, il souligne l'enjeu de ce procès. De nombreuses années ont désormais passé, des années qui ont été riches en événements pour le monde et pour nous, les survivants, des années de clarification et de décantation. Nous sommes donc en mesure de dire aujourd'hui des choses que nous n'aurions pas dites clairement dès notre libération, éblouis comme nous l'étions, si l'on peut dire, par la vie que nous avions retrouvée. Nos histoires individuelles, après avoir été des récits émus, ont commencé à devenir de l'histoire. À mon avis, cela est dû à l'intérêt renouvelé que les jeunes manifestent pour notre parole. Une nouvelle atmosphère s'est créée, l'époque est mûre pour un jugement. Henri Rousseau. Après Nuremberg, après les épurations qui ont marqué la sortie de guerre en Europe, le procès Eichmann, qui s'ouvre le 11 avril 1961, marque un nouvel épisode dans le jugement des crimes nazis.
Presque intégralement, filmé, abondamment, commenté, il offre la parole à plus d'une centaine de survivants et met en scène un accusé hors norme qui participe au débat. Le procès Eichmann est ainsi le premier véritable face-à-face entre le criminel et la victime, centré exclusivement sur le seul volet de l'extermination des Juifs. Il érige la mémoire de la Shoah en problème public. Jérusalem, le 11 avril 1961, à l'abri d'un box protégé par une vitre à l'épreuve des balles, Adolf Eichmann, 55 ans, fait face à ses juges. Son procès commence. Accusé, levez-vous, dit le président. Pour chaque chef d'accusation, c'est-à-dire à 15 reprises, il entendit le président lui poser la question. Vous reconnaissez-vous coupable? Et il répondit chaque fois non coupable. Gideon Osner, procureur, entame son exposé introductif. Juge d'Israël, à l'heure où je me lève devant vous pour introduire l'acte d'accusation, je ne suis pas seul. À mes côtés se lèvent 6 millions d'accusateurs. Leur sang crie, mais on ne peut pas entendre leur voix. Je prendrai donc la parole en leur nom et j'ouvrirai la plus inouïe des accusations. Joseph Kessel. Son crime dépassait toute mesure humaine. Il avait pris part, et une part majeure, l'anéantissement de 6 millions de vies. Les victimes, hommes, femmes, adolescents, enfants, étaient juifs. Gideon Osner, procureur. C'était pendant la guerre, mais nous dirons et répéterons sans trêve que l'extermination du peuple juif n'était liée à aucune action militaire et ne saurait être comparée au bombardement de villages à la guerre sous-marine. Certains témoins qui comparaîtront ont rencontré Eichmann au moment où il accomplissait ses crimes. D'autres raconteront ce qu'il a fait et les sévices dont ils ont été victimes. Nous nous efforçons dans la mesure de nos moyens de donner au tribunal une image de tout ce que le peuple juif a souffert. Mais je crains que, même après avoir donné tous les documents et toutes les preuves qui sont en notre possession, nous ne puissions donner qu'un pâle reflet de l'épouvantable tragédie humaine et nationale dont le judaïsme fut victime au cours de cette génération. Nous ferons bénéficier Eichmann d'un droit qu'il a dénié à toutes ses victimes. Il pourra se défendre devant ce tribunal. Le verdict ne sera rendu qu'en conformité de la loi. Les juges d'Israël prononceront une sentence juste et véridique. Le procès de Nuremberg s'appuyait surtout sur des documents écrits. Les témoins appelés à la barre confirmaient ou commentaient les preuves écrites. À Jérusalem, le témoignage est central. 112 témoins survivants du génocide prennent la parole. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi horrible. Frédéric Potcher, journaliste français pour la radiodiffusion et télévision française, rapporte le témoignage de Rivka Yoselevska. Les nazis avaient investi un bourg juif près de Pinsk et fait creuser une tranchée. Ils appelaient les villageois par groupe, les faisaient aligner et à coups de mitraillette, les envoyaient dans la fosse. Cette femme avait sa fillette dans les bras. Un Allemand s'est approché d'elle et lui a dit « Par qui dois-je commencer ?» Il lui a pris son enfant. Elle a alors entendu un bruit de fusillade. Elle a encore tourné la tête et a basculé sur le champ, sur un morceau de cadavre. Zev Sapir décrit la sélection à Auschwitz-Birkenau. La sélection était très simple. Il y avait là un médecin et d'un petit geste de la main, il indiqua à droite ou à gauche. Mes parents sont allés à droite. Je n'ai pas eu le temps de prendre congé d'eux. Je me trouvais parmi ceux qui, pour une raison ou pour une autre, étaient condamnés à vivre. Je suis allé à gauche. Sapir précise que ses frères, âgés de 15 ans, 11 et 6 ans, sa sœur de 8 ans et un bébé de 3 ans sont partis avec ses parents et qu'il ne les a jamais revus. Eliaou Rosenberg, survivante de Treblinka. Des SS avec des chiens, cravaches et baïonnettes à la main se tenaient le long de la Himmelstrasse, l'étroit chemin qui mène à la chambre à gaz. C'était en été 1942. Les gens marchaient tranquillement, au début naturellement. Ils ne savaient pas où on les conduisait. Les derniers arrivés aux chambres à gaz recevaient des coups de baïonnette parce que les premiers voyaient ce qui se faisait à l'intérieur et ne voulaient pas entrer. 400 personnes entraient dans la plus petite des chambres. C'est tout juste si on arrivait à fermer la porte extérieure. Nous entendions seulement des cris et des schémas Israël, papa, maman. Et au bout de 35 minutes, ils étaient morts. 2 Allemands se tenaient là et ils écoutaient ce qu'il se passait à l'intérieur. Ensuite, ils disaient « tout dort ». Ils ouvraient la porte et on sortait les cadavres.
Le procès de Jérusalem suit la procédure du droit anglo-saxon où l'accusé est interrogé comme témoin de son propre procès. Eichmann raconte avoir assisté à un massacre dans les environs de Minsk. J'avais encore eu tout juste le temps de voir de jeunes tireurs, avec la tête de mort au revers du col de la vareuse, tirés dans la fosse qui pouvait avoir 4 ou 5 fois, peut-être 6 ou 7 fois, le volume de cette pièce. Je ne fais que regarder sans me poser de questions. Ils tiraient dans la fosse. Vous n'avez pas regardé dans la fosse? Gideon Osner. Savez-vous si elle était pleine? Remplie à ras-bord de cadavres. J'ai rejoint ma voiture et je suis partie. En décembre 1941, Eichmann visite le camp de Chelmsford. Il y avait des juifs dans cette pièce. On les fit se déshabiller et un camion arriva. Un camion complètement fermé. Le camion se rangea le long d'une fosse toute en longueur. On ouvrit les portes et on jeta les cadavres du haut du camion. On aurait dit qu'ils étaient encore vivants tellement les membres restaient souples. On les jetait dans la fosse. Je revois encore un civil arracher les dents avec les tenailles. Robert Servatius, avocat d'Eichmann, interroge à son tour son client. Vous avez organisé ces transports vers les différents camps. Saviez-vous que la majorité de ces gens seraient mis à mort? Selon les ordres reçus, je devais procéder à ces transports. La vérité m'oblige à avouer que je savais qu'une partie de ces gens seraient mis à mort. Lors de votre interrogatoire à la police, vous avez affirmé qu'un sentiment de culpabilité pesait sur vous. Pourriez-vous expliquer au tribunal quelle est maintenant votre attitude à cet égard? Il me faut distinguer entre la culpabilité juridique et la culpabilité humaine. Je suis jugé pour ma participation aux déportations, mais ces déportations résultaient d'un ordre et la culpabilité incombe à ceux qui ont porté la responsabilité de la décision. Il explique alors qu'il ne peut y avoir de culpabilité s'il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas d'autre choix, si les hommes vivent en société, que d'obéir. Les débats de conscience sont ceux des dirigeants. Certains ont la chance d'être dotés de bons dirigeants. D'autres ne sont pas dotés de bons dirigeants. Ils n'ont pas de chance, et je n'ai pas eu de chance. Le procureur Gideon Osner débute son réquisitoire. Joseph Kessel écrit. Il n'a pas tué de ses mains, sauf une fois, en battant à mort un jeune garçon juif. Mais il a inauguré une nouvelle forme de crime pour laquelle il a fallu inventer un mot nouveau, le génocide. La victime est tout un peuple. Et lui, il n'assassinait qu'en signant des papiers ou en décrochant son téléphone. Gideon Osner. Vous avez déclaré aux enquêteurs de notre service que vous reconnaissiez coupable comme complice de l'extermination du peuple juif et que vous étiez prêt à vous pendre en public pour expier cela. Confirmez-vous aujourd'hui cette déclaration? Un désarroi, comme il n'en a pas montré encore, parut sur les traits blêmes d'Eichmann. D'une voix qui n'était plus la sienne, neutre, détimbrée, Eichmann dit « Je me reconnais humainement coupable. Juridiquement, non. » Au procès de Nuremberg, Göring et Frank ont été condamnés à mort pour l'extermination du peuple juif. Vous le savez, n'est-ce pas? Jawohl, dit Eichmann. Il avait blêmi davantage. Sa voix était faible, blanche. Approuvez-vous cette condamnation? Oui, mais eux, ils donnaient les ordres, ils avaient le pouvoir, la responsabilité. Moi, c'était différent. Le procureur tirait de son dossier une fiche, et une autre, et une autre. Et il s'agissait de tels malheureux qui se trouvaient à Vienne, de tel infirme à La Haye, de tel vieillard à Bucarest, de telles femmes malades à Paris, et qui tous auraient pu échapper à la rafle si l'ancien colonel SS ne les avait pas fait poursuivre. Arrêtés, déportés, avec une ténacité, une persévérance diabolique. Je n'y pouvais rien, j'avais des ordres. « 11 décembre 1961, le juge israélien Moshe Lando prononce le verdict. Le tribunal vous déclare coupable de crimes contre le peuple juif, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'appartenance à des organisations criminelles. Certains auraient voulu que ce procès donne une réponse à des questions lancinantes dont quelques-unes découlent directement de la tragédie du peuple juif pendant la guerre et dont d'autres nous préoccupent depuis toujours, mais qui se retrouvent posées de nouveau avec un regain d'acuité pour les malheurs sans précédent qui se sont abattus sur le peuple juif et sur le monde entier au cours de ce XXe siècle. Comment un tel phénomène a-t-il pu se manifester au grand jour? Et comment ce gigantesque désastre a-t-il eu précisément pour auteur le peuple allemand? Les nazis auraient-ils pu réaliser leurs desseins si d'autres peuples au sein desquels vivaient des juifs ne les avaient pas aidés? Aurait-on pu éviter au moins partiellement le massacre si les alliés avaient montré plus d'ardeur à sauver les juifs persécutés? À toutes ces questions, le tribunal n'a pas répondu. Il n'avait pas à le faire. Pourtant, le fait que ce procès ait lieu a en lui-même une grande valeur éducative tant pour le peuple d'Israël qu'au-delà de ses frontières. Les témoignages qui ont été apportés à ce procès par les rescapés de la catastrophe, qui épanchèrent leur cœur à la barre des témoins, constituent un matériel de grande valeur pour l'historien. Mais pour le tribunal, ces résultats ne sont qu'accessoires. Eichmann est condamné à mort. Il est pendu le 31 mai 1962
C'est le seul condamné à mort et exécuté en Israël.